Bonjour à toutes et à tous, un nouveau format pour une nouvelle série de vidéos. Donc, vous avez pu nous découvrir pendant le mois de novembre, lorsque nous avons lancé une série de live sur 3 week-ends pour aborder plein de sujets autour de l'éducation. Et puis maintenant, nous poursuivons avec des vidéos qui ne sont pour l'instant pas en live. Peut-être qu'elles le redeviendront. C'est un peu le suspense côté technique. Donc, des nouveaux moyens techniques aussi pour ces vidéos. Bienvenue dans le numéro 1 du hors cadre qui a pour thématique du séparatisme en éducation. Donc, on continue sur la thématique de l'éducation. Nous sommes aujourd'hui avec Victorine et Daliborka. Donc, pour rappel, mais n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos, nous faisons partie du collectif des États généraux de la liberté éducative. Et à travers ces hors-cadres, nous souhaitons revenir sur un certain nombre de sujets que nous allons choisir au fur et à mesure en lien avec l'éducation, ou alors peut-être a priori qui n'a pas vraiment de lien, mais nous allons nous faire des liens et décortiquer tout ça. Eh bien, je vous propose de commencer et de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et donc, Victorine ou Dali, celle qui voudra prendre la parole en premier, pourquoi ce thème? Vas-y. Ok. Pourquoi est-ce on a voulu discuter de séparatisme? C'est pas nous qui avons choisi cette terminologie-là. Quoique, il faudrait quand même admettre que depuis une quinzaine d'années que nous fréquentons les différents lieux de discussion de parents et d'éducateurs, le mot séparatiste a été proposé à plusieurs reprises par plusieurs d'entre nous pour qualifier le type de société dans lequel on vit. Voilà. On construisait le mot séparatiste à partir de séparation, puisque cette société valorisait, selon nous, la séparation entre les individus. Et du coup, c'était très bizarre de retrouver ce mot-là dans le vocabulaire du gouvernement. Et c'est pour ça que nous avons souhaité parler de séparatisme, parce que lorsque le gouvernement d'Emmanuel Macron, en octobre, a annoncé qu'il voulait en finir avec l'école à la maison, un des mots qu'il a employé, c'était celui de séparatisme, pour qualifier en fait le comportement de certaines familles qui faisaient le choix d'instruire leurs enfants en dehors de l'école. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et il a employé, alors vous me corrigerez parce qu'on n'en peut plus de ces annonces gouvernementales qui se superposent les unes aux autres, de ces discours complètement, pas cohérents, irrationnels, flous. On a l'impression qu'ils sont en train de tâtonner pour chercher les mots qui vont provoquer le plus d'effets sur les gens. Et parfois contradictoires. Ah oui, non, mais voilà, c'est ça. Mais oui, il brasse large, donc forcément, il faut qu'il puisse, séduire tout l'électorat, enfin les différentes tendances de l'électorat. Donc, c'est juste n'importe quoi et ça montre à quel point il n'y a pas de base rationnelle, objective, cohérente. Il n'y a pas de programme politique d'autre que survivre à tout prix. Donc, séparatisme, voilà, nous voilà qualifiés de séparatistes, nous les familles instruisant en famille. Je dis nous parce que toutes les trois, s'il faut le préciser, nous avons ou sommes des parents qui instruisent leurs enfants en famille, ou avons été, ou que sais-je. Ali, excuse-moi de te couper. Si je comprends bien, il y a d'une part
des familles, des citoyens qui considèrent que notre société favorise le séparatisme. Donc, ça serait intéressant que vous développiez en... On en reparlera plus tard. Ouais. Et d'autre part, les représentants de cette société qualifient ces familles-là de séparatistes. Donc, chacun est le séparatiste de l'autre. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et en fait, les familles qui instruisent, les familles qui refusent ou qui se passent ou qui suspendent l'usage de l'institution école sont qualifiées de séparatistes en ce qu'elles ne font pas le choix majoritaire des citoyens français, des résidents français, voire le choix majoritaire de l'ensemble de la population mondiale, qui est de mettre son enfant à l'école. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'elles sont qualifiées de séparatistes. Néanmoins, le gouvernement n'y va pas si franco que ça. Hein. Il n'accuse pas tout de suite absolument toutes les familles en IEF. Alors, IEF pour instruction en famille, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces thématiques, je vais souvent dire IEF parce que c'est beaucoup plus simple. Les familles IEF sont les familles qui se passent des services de l'éducation nationale et qui instruisent, qui s'occupent elles-mêmes de l'instruction de leurs enfants. Donc, l'accusation, elle n'est pas frontale. On ne dit pas que toutes les familles qui font ça sont séparatistes. On dit que parmi ces familles-là, il y en a quelques-unes qui sont séparatistes. Voilà. On a parlé de séparatisme religieux, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, Stéphanie, quand tu es intervenue. On a parlé de séparatisme religieux. On a parlé de séparatisme religieux, n'est-ce pas, ou je me trompe, ou je l'invente, ou je le fantasme. Au niveau du gouvernement, tu veux dire? Oui, oui. Oui, enfin, ça n'a pas été, à ma connaissance, clairement énoncé comme tel. Mais au tout début, le lien séparatisme-terrorisme et donc fanatisme et séparatisme religieux était clair, même s'il était sous-entendu. Après, ils ont ils ont senti qu'ils marchaient dans la merde et ils ont un peu retiré leur sabre. Ouais. C'est quand même curieux comme mot, séparatisme religieux. Séparatisme religieux, ça voudrait dire qu'il y a une religion officielle dans l'État, de l'État, et qu'une frange de la population se sépare de cette religion officielle. Ce serait une forme d'hérésie, en fait. Et là, je ne peux m'empêcher de penser à Thierry Pardo, auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Au nom du pire, l'école religion d'État », qui compare effectivement le fonctionnement de l'école au fonctionnement d'un clergé, finalement. Et oui, par métaphore, on pourrait dire effectivement que les parents qui instruisent en famille qui instruisent hors école, sont des séparatistes religieux en ce qu'elles ne font pas allégeance à la religion de l'État qui est l'école, d'une certaine manière. Néanmoins, il y a quand même des populations qui sont directement visées, hein, on est d'accord. Dans les communications du gouvernement, on pointe les musulmans et leurs pratiques qui consistent effectivement à scolariser leurs enfants dans des écoles privées hors contrat, à instruire en famille aussi. Et ces familles-là qui ne font pas le bon choix de l'école publique, elles subissent un traitement particulier par rapport aux autres. Et ce traitement particulier est justifié par le fait qu'elles sont musulmanes. Ça, on l'a entendu dire. Hein. Non, mais vous, les blancs chrétiens, bien sous tout rapport, vous n'avez pas de souci à vous faire. Ce n'est pas vous que le président de la République vise, que le gouvernement vise. Donc, tout est dit. Néanmoins, dans cette population de musulmans, ce n'est pas tous les musulmans qui sont visés non plus. Ce sont ceux qui ne sont pas bien musulmans comme il faut, dit-on. Voilà. Donc, on est encore face à une façon de séparer encore les gens aussi. Voilà. Donc, il y a les blancs chrétiens, il y a les pas tout à fait blancs, pas chrétiens, et puis dans les pas tout à fait blancs, il y a les pas tout à fait blancs, pas chrétiens, et
qui font pas allégeance à je ne sais pas quoi d'ailleurs, enfin bref, qui sont potentiellement terroristes. Enfin, on voit quand même, même s'il y a, comment dire, peut-être des craintes justifiées face à la menace terroriste, on voit comment, là, effectivement, on sépare des catégories dans des catégories, et à quel point l'amalgame est rapidement fait, parce que des terroristes potentiels, on reste vraiment à démontrer que quelqu'un qui reçoit une éducation strictement musulmane a plus de chances de devenir terroriste. Ça, ce n'est pas démontré du tout. Il faudrait peut-être convoquer quelques travaux de sociologues, mais à ma connaissance, ce n'est pas démontré. Des personnes qui reçoivent une éducation strictement musulmane, on passe aux personnes qui sont musulmanes. Et des personnes qui sont musulmanes, on passe des personnes qui instruisent en famille. Voilà. Et on peut, enfin, ce traitement-là montre à quel point la cible, si tant est que la cible soit vraiment de protéger les citoyens de la menace terroriste, elle ne peut pas du tout être atteinte en ciblant des catégories de population. Voilà. Qui mélange tout. Donc, voilà d'où ça part. Ensuite, juste avant que tu me poses la question, Stéphanie, ensuite, voyant que manifestement le gouvernement faisait des erreurs de stratégie dans la communication, on a substitué aux premières caractérisations de ce séparatisme qui serait religieux, etc., qui se trouve de fait à viser les populations musulmanes, on a adopté le terme de séparatisme social. Voilà, alors là, qu'est-ce que c'est? En fait, ben voilà, les séparatistes sociaux, ce sont les gens qui ne font pas les choix majoritaires qui sont faits dans la société française. Et parce qu'elles ne font pas ces choix de consommation, d'usage des institutions, choses de genre-là, elles seraient donc séparatistes, elles voudraient se séparer du reste de la société. On va discuter après de la nature, juste complètement, juste pour finir, Victorine, lunaire d'une telle affirmation, parce que tu ne fais pas les choix majoritaires, tu te sépares du reste de la société. Vraiment, c'est bizarre. Voilà. Victorine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors du coup, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe parce que c'était en réaction à ce que tu disais tout à l'heure, mais pas grave. Je voulais illustrer ce que tu disais par quelque chose qui m'a été rapporté il y a peut-être 10-12 ans. Une maman qui avait fait le choix d'instruction en famille et qui connaissait un député de sa région, qui était plus ou moins ami avec son père, etc. Et en discutant, ce monsieur le député lui dit « J'ai appris que tu avais fait le choix de ne pas mettre tes enfants à l'école. » Et donc, la maman a confirmé ce choix. Et elle s'est entendue dire de la part de cette personne politique « Ah, mais quand on en parle entre nous à l'Assemblée nationale, vous, ces familles qui faites ce choix, vous êtes des vrais terroristes en puissance. » Il a utilisé le mot terroriste en puissance. Ça veut dire que, évidemment, il ne parle pas de terrorisme. Il y a 10-12 ans. Voilà. Donc, il ne parlait pas de terroristes qui allaient poser une bombe ou qui allaient tirer à la Kalachnikov, etc. Je pense néanmoins qu'il parlait de terrorisme en puissance dans le sens où on développe une certaine liberté de penser, un certain libre arbitre, une certaine liberté de remettre en question justement le discours politique, sociétal, etc. Et qu'à ce titre-là, on est des fouteurs de bazar, en fait, dans le gouvernement, dans l'ordre bien établi que le gouvernement voudrait avoir. Et le fait qu'il y ait 10 ans déjà, se poser cette question en ces termes-là, ça veut dire que c'est quand même ce nombre de familles qui instruisent leurs enfants par leurs propres moyens sans utiliser les institutions, leur pose problème. Et ils ont, d'ailleurs, M. Macron, à un moment donné,
annoncé des chiffres où c'était blanqué, je me suis blanquée, je ne sais plus, comme quoi ce pôle d'instruction en famille aurait énormément augmenté ces dernières années. De fait, oui, puisqu'ils ont rendu l'abaissement en fait de l'instruction à l'école. Donc évidemment, toutes les familles qui jusqu'à présent en maternelle ne mettaient pas leurs enfants à l'école se sont vues obligées, s'ils voulaient maintenir cette position, de passer en IEF. Donc oui, les chiffres ont augmenté, mais de fait, si on raisonne en termes de chiffres, on reste extrêmement marginal à l'échelle du nombre d'enfants en France, du moins. Qu'ils puissent considérer que, arrêtez-moi si je me trompe, mais 1% maximum des enfants, grand maximum, hein, parce qu'on est même en dessous, mais que 1% des enfants puissent à eux seuls être un danger pour le pouvoir en place, pour la République, pour l'ordre établi, c'est que ben, je ne sais pas, ces gens-là, ils ont peut-être des comptes à régler avec l'école, le pouvoir ou autre chose. Dans leur argumentaire, c'est précisément le caractère marginal de nos pratiques qui leur permet de les qualifier de séparatistes. Bon, c'est quand même, on peut quand même trouver étrange que ces marges présentent subitement un danger, alors qu'on a toujours admis que dans la société, il y avait des marges, il y avait des gens qui étaient aux marges, qui n'adoptaient pas tout à fait les mêmes, comment dire, des éléments de culture, les mêmes pratiques, les mêmes comportements. Voilà. Mais enfin, c'est quand même, ça montre à quel point la société, dans leur représentation, est réduite à quelques comportements, quelques institutions, quelques choix, quelques éléments culturels. C'est vraiment un symptôme de quelque chose de totalitaire qui est en train de se mettre en place, que de voir dénoncer les marges, les comportements, comment dire, vous voyez, c'est difficile, hein, ils nous imposent du vocabulaire, hein, ils vont parler de déviance. Même le terme de marge est problématique en réalité, et on prend cette rhétorique-là, mais effectivement, à partir du moment où on n'adopte pas, ou en tout cas qu'on n'a pas l'air d'adopter, c'est-à-dire que notre diversité, elle est réduite au fait, celle des familles qui pratiquent l'IEF, elle est réduite au fait qu'elles pratiquent l'IEF. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tous les autres aspects par lesquels on est complètement des gens de notre société. Il y a tellement d'aspects par lesquels on est bien de cette société-là, mais non, on va mettre en exergue l'aspect par lequel on déroge au schéma général culturel de notre société. Quoi qu'il en soit, non seulement la société est réduite à quelques comportements, quelques institutions, nous, les parents et les familles IEF, nous sommes réduites à certaines de nos pratiques, et il y a une norme qui est construite qui en réalité ne représente rien. C'est ça le pire, c'est que cette norme, elle n'est même pas réaliste. Elle est pas norme. Il y a un tableau qui est dessiné de la société française, qui est un tableau extrêmement uniforme et qui ne représente en réalité rien, si ce n'est un espèce de délire totalitaire de vouloir à tout prix faire aller les gens dans la même direction. Aujourd'hui, il s'agit des familles instruisant en famille, des familles IEF, mais demain, ce sera peut-être d'autres types de comportements, d'autres pratiques qui seront visées et dénoncées comme étant aux marges. Mais la diversité culturelle humaine est une diversité de l'ordre de la biologie, et moi j'aime bien rappeler ça. On n'arrête pas de séparer la culture et la nature, alors qu'en réalité la culture c'est une émanation de la nature humaine, et donc la diversité culturelle est du même ordre que celle de la diversité biologique, de la même manière que nous sommes tous différents biologiquement,
du point de vue de la biochimie de notre corps, nous sommes divers du point de vue de nos pratiques culturelles. C'est parfaitement normal. Mais en général, les gouvernements du monde entier essaient de nous imposer des traitements identiques en termes médicaux, comment dire, des principes nutritionnels qui valent pour tous. En fait, c'est pas possible, ça ne marche pas. Des vaccins qui vaudraient pour tous, non, ça marche pas. Il y en a qui sont plus ceci, qui conviennent plus à certaines populations et moins à d'autres. Comment dire, c'est une uniformisation totale. J'évoque les vaccins là maintenant parce qu'il se trouve qu'on est en plein dans dans une actualité où les décisions gouvernementales des gouvernements des mondes entiers sont un petit peu critiquées au sujet de cette idée du vaccin pour tous. Ça ressemble un petit peu au traitement pour tous. C'est une approche de l'humain qui a un siècle de retard, quoi. Je veux dire, à l'heure de l'explosion d'une science fondamentale qui est celle de la biologie, qui montre l'extraordinaire exubérance du vivant, on en est encore à des cadres de pensée qui ressemblent aux classifications du XVIIIe siècle, quoi. Mais en fait, pour moi, j'associe ça vraiment à une privation de notre droit à être différent, de notre revendication à être différent. Au-delà d'une privation, c'est limite une interdiction finalement de montrer notre différence. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est très très récent, il y a moins de 15 jours, est ressorti le sujet des uniformes à l'école. C'est un symbole très fort pour moi. Alors bien sûr, ils mettent ça sous le coup de ne pas faire de différence entre les très riches et les très pauvres pour que tout le monde soit traité pareil, etc. Mais moi, j'y vois encore un outil supplémentaire de nous priver de notre droit à être différent, de notre droit à vouloir porter du rose si on a envie de porter du rose, du violet si on a envie de porter du violet, etc. Et au-delà de ça, même nos cheveux, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça peut faire que quelqu'un aille à l'école avec une crête punk? Je veux dire, à un moment donné, non mais sincèrement, il faut remettre en évidence les choses. On est un être humain et en tant qu'être humain, on a des envies, des besoins, des droits et un gouvernement, pour moi, qui prive à ce point ou qui interdit à ce point ce droit à notre individualité en tant qu'être humain, c'est une dictature. Si on n'est pas déjà dans la dictature, en tout cas, on est sur le chemin d'une dictature. Alors, on a beau jeu d'appeler ça une démocratie, mais la démocratie, comme son nom l'indique, démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Or là, le peuple, il est juste appelé à fermer sa bouche et à suivre les instructions que donne le gouvernement. Oui, parce qu'on n'est pas dans une démocratie, on est dans une démocratie représentative, ce qui déjà fait toute la différence et casse déjà une bonne partie de ce que c'est que la démocratie. À propos des tenues, on se souvient il n'y a pas si longtemps de la fameuse tenue républicaine dont on a entendu parler, autorisée pour aller à l'école, ce qui est quand même assez énorme. Et sur cette histoire de droit à la différence et de pareil pour tout, ce qu'on peut observer aussi, c'est que c'est un peu deux poids, deux mesures. Parce qu'il y a eu quand même des travaux très, très intéressants de sociologues qui ont montré que finalement, le séparatisme, c'est aussi se rassembler avec ses pairs, se rassembler avec ceux qui nous ressemblent, avec ceux avec qui on partage un certain nombre de valeurs ou de pratiques ou autres, et qui a un très fort séparatisme social, non pas de la part des gens qui sont visés et habituellement mentionnés par le gouvernement ou les institutions, mais par les catégories les plus hautes de la société. Et pour ça, j'avais noté, il y a un livre des Pinson-Charlot qui date déjà de quelques années, je crois que c'est les ghettos du Gotha ou quelque chose comme ça. Et il y en a un autre de Éric Morin en 2004 que je me suis noté aussi, et c'est le ghetto français, enquête sur le séparatisme social, et qui montre bien cet entre-soi recherché et vraiment entretenu très fortement par les catégories les plus privilégiées
qui d'ailleurs, en général, ne mettent pas leurs enfants à l'école publique et qui sont très contents que l'école publique existe pour les catégories basses, de façon à ce qu'ils se retrouvent tranquillement entre eux dans les catégories hautes. Et donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça au niveau du séparatisme social. Et une petite chose que je voulais aussi ajouter, c'est que, parce qu'on a eu une veille sur comment dire, les prises de parole et on a beaucoup lu la presse autour de tout ce qu'il y a, de tous ces sujets. Bref, pour dire qu'à un moment, il y avait un interview de Anne Bruniera, qui est, il me semble, rapporteure de la commission éducation ou quelque chose comme ça, en rapport avec ce projet de loi, et qui, dans l'interview, à un moment disait, voilà, on veut mettre en place un dispositif qui permet de voir ceux qui font bien l'instruction en famille et ceux qui représentent un risque de séparatisme. Ou un risque, je ne sais pas si à ce moment-là, elle emploie le mot séparatisme, mais la question juste après, elle commence par dire ne pas mettre son enfant à l'école est une forme de séparatisme social. Alors que juste avant, déjà, elle voulait faire le tri. Et puis finalement, elle met tout le monde dans le même sac. Donc ça rejoint, enfin, c'est exactement ce que vous disiez, qu'il y a une espèce de truc contradictoire où, enfin, voilà, il s'en mêle un peu les pinceaux, et surtout, bah, ça nous fait rire quand on sait que finalement, toutes les couches de la population sont concernées par ça. Et Dali, je vais te laisser prendre la parole et puis je vous propose qu'on aille maintenant plus précisément sur cette histoire de séparatisme en éducation. Moi, je voulais dire, à propos de cette notion de séparatisme, donc, comme tu le rappelles, c'est une notion qui n'est absolument pas bien définie. C'est une notion qui n'a pas, enfin, en tout cas, qui n'a pas de valeur sociologique bien claire. C'est un terme de géopolitique, en fait, de politique initialement. Hein. On désigne comme séparatistes des groupes politiques qui veulent des populations organisées politiquement qui veulent avoir une gestion autonome, politique et économique d'un autre groupe de personnes. Voilà, c'est ça. Et donc, si on voulait caractériser, définir précisément le séparatisme de cette manière-là, on s'apercevrait effectivement que des groupes qui fonctionnent un petit peu en autonomie, il y en a partout, et qu'il n'y a pas plus de légitimité à qualifier de séparatistes les personnes qui veulent être autonomes par rapport, dans l'instruction de leurs enfants par rapport à l'école, que de qualifier voilà, les populations les privilégiées qui évoluent également dans des lieux bien séparés, bien nettement séparés des autres. Et donc, c'est là qu'on voit le caractère de stratégie de communication de ce mot-là. C'est un mot qui fait peur, qui est employé vraiment d'abord pour impressionner les esprits, pour induire de la peur. Quand on dit séparatiste, évidemment, on pense à tous les actes terroristes qui étaient des manifestations authentiques d'une volonté de séparation. Et on ne peut pas qualifier les actes terroristes qui ont frappé la France ces dernières années d'actes séparatistes à proprement parler, puisqu'il n'y avait pas de revendication de ce type-là. Il ne s'agissait pas de dire telle population veut se séparer de telle autre population et fonctionner en autonomie. Oui, moi je me souviens de l'emploi de ce mot à l'époque où on parlait des séparatistes corses, par exemple. Basques, irlandais, quand on voyait à la télé les attentats terroristes effrayants, etc. Donc, évidemment, on veut impressionner les anciennes générations. Donc, voilà, il y a cette volonté d'imprimer les esprits, de désigner des ennemis, parce que autour de l'identification d'un ennemi, on va se souder. C'est quelque chose de... c'est un processus assez courant, connu maintenant, que pour souder une société ou un groupe, on va désigner un ennemi.
Et puis donc, effectivement, suite à ça, ben, on va fabriquer de la division entre les personnes. Mais ce que tu dis, Dali, ça s'apparente finalement à ce que Emmanuel Macron a décrit comme tel au moment du confinement, du premier confinement l'année dernière. C'est un vocabulaire martial, c'est un vocabulaire de guerre. Est-ce que le gouvernement veut entrer en guerre contre qui? Les parents qui instruisent en famille? Ouais. Il veut entrer en guerre contre les personnes qui marchent pas droit, en fait, hein, comme on leur demande. C'est qu'il y a une volonté de contrôle total sur le comportement des gens. Et ça s'est très bien exprimé dans la manière dont la crise sanitaire a été gérée. Il y a une volonté de mise au pas, hein. On est vraiment de cet ordre-là. Mise au pas, contrôle social, totalitarisme, uniformisation, tout ça, ça va vraiment ensemble, hein. Ce qui est intéressant, c'est que de constater, c'est que il y a deux niveaux de stratégie. D'abord, il y a une tentative de fabriquer du consentement, hein, en utilisant comme ça des éléments de langage de type séparatisme. Ah, séparatisme religieux, ça ne marche pas bien, alors on va dire séparatisme social. Et puis, on va interdire aux gens de pratiquer l'école à la maison, comment dire, pour raison religieuse. Ah, mais en fait, ça ne marche pas. Alors, on va aussi leur interdire de pratiquer pour raison philosophique. Enfin, je veux dire, c'est du n'importe quoi. Ça démontre à quel point on est là dans le tâtonnement du comment influencer les gens sans aucun fondement universel, aucun principe universel qui guide la démarche et qui pourrait offrir une prise à ceux qui s'y opposent et qui pourraient dire ah bah, vous voyez, votre raisonnement, votre base là, elle ne fonctionne pas. Et donc, pour ne pas offrir de prise à une contradiction rationnelle, cohérente, saine, on ne dit pas évidemment ce qu'on veut réellement, à savoir gouverner par le chaos total, par… je ne sais pas, c'est un ami qui me disait ça, c'est en Corée du Nord qu'on fait comme ça. On donne des ordres totalement arbitraires parce que l'arbitraire crée une forme de sidération qui fait qu'on obéit parce qu'on a peur de faire une connerie. On annonce le matin pour dans 2 heures qu'il faut changer les drapeaux qui sont accrochés dans les lieux publics. Quelqu'un me parle, excusez-moi. Les aléas du non-live. Excusez-moi. Et donc, puisque le consentement ne fonctionne plus, parce que c'est quand même important d'économiser les moyens martiaux, militaires, etc. Et puisque le consentement ne fonctionne plus, là, petit à petit, on commence à aller un peu plus loin. Bon, ben, on va aller du côté de la loi. On va changer la loi pour que ça nous arrange. Et puis, ben, c'est quoi l'étape d'après? Ben, dans certaines situations, on l'a déjà atteinte, hein, c'est la police qui frappe sur la population, etc., etc. Donc, finalement, le consentement, fabriquer le consentement, ça ne marche pas tout à fait. Alors, si on resserre un peu le sujet autour du séparatisme éducatif, moi, j'avais envie de dire que l'objectif, je pense, du gouvernement est de nous faire marcher droit, comme disait Dali. Donc, dans le cadre éducatif, de faire en sorte que tout le monde mette bien son enfant à l'école, que celui-ci soit enseigné, instruit par les personnes qui sont payées, formées pour, etc., à coup de, on le sait aujourd'hui, hein, de bachotage, de par cœur, le parcours scolaire, on le connaît tel qu'il est en France aujourd'hui. Et si finalement, c'est tout ça qui était à côté de la plaque. Si on se penchait sur qu'est-ce que c'est l'instruction, est-ce que l'apprentissage n'est-il pas un acte intime dans sa tête, dans son corps, dans sa façon d'appréhender certains mécanismes, certaines questions, et si donc l'école est à côté de la plaque, n'est-ce pas justifié que certaines familles aient envie de sortir leur enfant de cette institution pour qu'il conserve cette intimité
dans son propre apprentissage, qu'il conserve sa curiosité. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut développer sur les raisons qui poussent des familles effectivement à faire ces choix. Quand on a préparé un petit peu ensemble la réunion, on avait évoqué notamment, je me demande si ce n'est pas toi, Dali, on avait évoqué les zadistes qui ont des zones à défendre et on était allé même jusqu'à du potentiel survivalisme éducatif. Je ne sais pas si tu veux redévelopper, mais bien sûr qu'il y en a dans certains projets IEF, parce qu'à un moment donné, si on ne peut pas sauver la totalité d'un groupe, c'est sauf qui peut soi-même. On fait des choix par rapport à son enfant pour essayer au moins lui de le sauver, entre guillemets. Oui, tu fais bien de nous rappeler ça. Il y a des critiques qui nous sont faites que je trouve tout à fait saines et constructives, parce que c'est très important d'avoir ce regard critique sur nos pratiques, sur nos choix. Cette critique, effectivement, vise notre comportement qui serait un comportement de survivaliste, en fait. Le survivaliste, il est égoïste, il est individualiste, c'est-à-dire que puisque la société va mal, que tout part à volo, plutôt que de faire en sorte de réparer les choses, on va construire une espèce de bulle dans laquelle on va se protéger soi-même. C'est ça le survivalisme, en fait. Désastre écologique, et ben tant pis, on va aller habiter dans une forêt et puis on va apprendre à faire du feu, à chasser, on va accumuler dans des réserves de la nourriture en cas de désastre écologique grave, voire nucléaire. Ça, ce sont les gens qu'on appelle les survivalistes. Souvent, c'est les gens qu'on assimile à des gens de droite, d'extrême droite, ou d'anarchistes de droite, ou des choses de genre-là, parce qu'on part toujours de ce principe-là que c'est chacun pour sa gueule, permettez-moi l'expression, et cette attitude-là est critiquée. C'est cette attitude-là, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'on crève ensemble plutôt que des gens s'en sortent. Alors, c'est parfois plus culpabilisant que ça. Hein. Oui. C'est plutôt, moi je l'ai souvent entendu par rapport à l'école, c'est plutôt, moi je préfère œuvrer pour que les choses changent. Plutôt que faire le truc dans mon coin. Donc, il y a un côté culpabilisant aussi. Oui. Encore plus. C'est ça, si tu es dans ton coin, tu n'œuvres pas, en fait. Alors que moi, mon idée, c'est que si tu fais autrement dans ton coin, déjà reste à définir le dans ton coin, hein, on est quand même beaucoup à faire l'instruction en famille. Si tu œuvres dans ton coin, en fait, tu peux être un exemple. Tu peux être un exemple pour plein de personnes. Donc, en réalité, en fait, on peut faire comme ça. Et puis, peut-être que l'instruction en famille, c'est une forme transitoire d'un certain comportement, ou pas, hein, peu importe. Mais ça peut être pour plein de personnes une espèce de transition vers l'éducatif qui, aujourd'hui, n'est pas possible au sein de l'éducation nationale. Il y a même parfois un projet social aussi derrière certaines familles. Oui, pour les aigles, clairement. Pour les états généraux de la liberté éducative, on l'a suffisamment bien décrit que là, ce qui nous guide, c'est un projet social. Comment dire? Alors, juste pour revenir sur les zadistes, sur le survivalisme éducatif et sur le zadisme éducatif, je pense que la légitimité de la ZAD, la zone à défendre, alors il y a des zones, biologiques à défendre, hein, des forêts, etc., contre des projets urbains totalement destructeurs. Et puis, il y a des zones culturelles à défendre ou des zones de population. Voilà. Il y a des parents qui veulent défendre les intérêts de leurs enfants en ne les scolarisant pas, parce qu'ils estiment qu'à l'école, leurs intérêts, leurs droits, leur bien-être, leurs besoins sont gravement remis en cause.
cette ZAD, elle est légitime parce que dans une situation qu'on estime d'urgence et quand en l'absence d'une offre alternative qui va dans le sens du bien-être de l'enfant, il peut y avoir des écoles alternatives où les enfants sont respectés, ça existe, mais si le parent n'a pas les moyens de payer cette école à son enfant, j'ai presque envie de dire que on n'arrête pas de nous dire que l'instruction en famille, c'est pour les bobos, c'est pour les riches. Alors déjà, premièrement, voir l'enquête qui a la valeur qu'elle a, mais qui est quand même intéressante, qui a été faite par Félicia, qui montre que la répartition des catégories socioprofessionnelles au sein des familles de la population IEF, elle ressemble relativement à la répartition des catégories socioprofessionnelles dans la société tout court, déjà premièrement. Pour moi, l'instruction en famille, c'est même un outil du pauvre en vrai. En vrai, je veux dire, le pauvre qui habite dans un quartier populaire où il y a des écoles, alors il peut y avoir des écoles à zone d'éducation prioritaire qui peuvent être vraiment super chouettes. Ça, je le reconnais. Il y a des écoles qui sont en ZEP, qui du coup ont plein de moyens et ça peut vraiment être chouette pour les gamins, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles n'ont pas les moyens d'inscrire leurs enfants dans des écoles qui respectent l'intégrité physique, psychique, etc., enfin, qui sont respectueuses des enfants, parce que c'est loin, parce que c'est cher. L'instruction en famille, en fait, en réalité, c'est une possibilité qui va leur donner du pouvoir. Voilà, ça va leur permettre de se prendre en main. Alors, oui, c'est peut-être de la ZAD, mais en l'absence d'une solution alternative satisfaisante, eh ben, on fait comme on peut en attendant, et ça ne veut pas dire qu'on ne construit pas quelque chose, qu'il n'y a pas un projet social derrière. Ça, c'est un procès d'intention qu'on nous fait, à nous, les parents IEF, qui est d'être individualiste et survivaliste. Et même si effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du survivalisme dans le fait d'instruire ses enfants en famille, c'est une critique facile, c'est quelque chose qui nous désigne comme mauvais, comme asociaux, pour mieux nous discréditer, alors qu'en réalité, il y a un projet social, il y a un projet pour la société. On est souvent des parents engagés politiquement, socialement, on œuvre au sein d'associations. C'est quand même plutôt le portrait des familles IEF, et ça, on le met rarement en avant. Des familles qui font ce choix complètement, c'est-à-dire parce qu'on sait aussi que parmi les enfants qui sont instruits en famille, il y en a une très large partie qui le sont que pour une courte période de 1 an ou 2, parce que souvent, il y a eu des souffrances ou des difficultés, donc c'est un petit peu un sas de décompression avant de s'y remettre ou autre, mais enfin de retourner dans le système scolaire. Je lis les notes qu'on m'envoie et du coup, je perds le fil de ma phrase. À vous. J'ai perdu mon fil. Je suis désolée, Steph. Si on peut, on coupe au montage. Attends. C'est pas grave, ça montre que c'est la vie aussi. Non, bref, je disais quoi Bon, j'ai complètement perdu le fil. Du coup, tant pis, c'est pas grave du tout. Mesdames et messieurs, nous vous proposons la suite de notre programme. Donc, du séparatisme en éducation, centrons-nous un petit peu. Donc là, on a vu toute la partie où ceux qui… Ah si, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Non, c'était juste pour dire… Ouais, du coup, je finis le fil, excusez-moi. Le fil, c'était pour dire que, Dali, tu disais, oui, on est souvent engagé, etc. Donc ça, c'est pour les familles qui font, en général, un choix plein, j'ai envie de dire, et sur le long terme de l'instruction en famille, non pas comme une solution de secours, mais comme un vrai choix, parce qu'on peut quand même dire aussi que c'est quand même une minorité dans les familles IEF, c'est une minorité qui fait ce choix pleinement. Donc, ce projet de société lié à ce choix-là
est quand même minoritaire, mais comme tout projet de société alternatif, il est menacé et il y a des tentatives de le discréditer, etc. Et j'avais envie d'ajouter justement une petite chose, c'est que pour beaucoup de familles, alors c'est un petit peu un jugement, je n'ai pas forcément de données précises pour ça, mais je l'ai quand même fortement observé en étant moi-même dans des associations et en discutant avec des familles IEF. Pour beaucoup de familles, c'est la première fois qu'elles se retrouvent, elles, suspectes. Et on a beaucoup parlé de ça quand on disait oui, ce projet de loi, il ne vise pas directement l'instruction en famille, il vise malheureusement en premier les musulmans, n'oublions pas ça et ne nous séparons pas justement, etc. Et pour beaucoup de familles, bah, c'est sauvons notre peau et c'est la première fois qu'elles se retrouvent dans cette situation. Et c'est intéressant de voir et ben, cet état de panique, ce sentiment d'injustice que ça génère, qui est tout à fait légitime, mais voilà, moi, ça m'a souvent donné envie de rappeler qu'il y a plein de catégories dans notre société qui sont déjà la cible de ce type de projet de loi comme ça ou de propos à leur encontre et tout ça. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça fait du bien aussi dans le milieu de l'instruction en famille que le sujet s'ouvre un petit peu et que ce n'est pas juste ce côté un peu survivaliste de notre peau à nous. Dès qu'il y a un petit projet de loi, parce que c'est vrai, on l'a dit, on est beaucoup, au cours des... les gouvernements successifs ont souvent cherché à restreindre plus l'instruction en famille, etc. Donc, mais là, c'est la première fois que ça sort de notre champ uniquement à nous. Et ça a aussi entraîné, ça a aussi créé des ponts entre les différentes luttes et ça a entraîné aussi une solidarité et une meilleure compréhension de ce que vivent d'autres catégories de familles. Et ça, je trouve ça vraiment positif. Et ce que tu disais aussi, Dali, tout à l'heure sur le fait qu'il y avait différents moyens voilà, les reproches qu'on fait au survivalisme, bah, on dit bah, ça peut aussi servir de modèle. Et ben, ces temps-ci, on parle beaucoup de convergence des luttes, et c'est un petit peu ça aussi, c'est qu'il y a différentes façons de lutter contre un système oppressif. Et il y a le côté sauver sa peau, mais il y a aussi le côté, tiens, ça peut être un exemple pour d'autres, il y a le côté communicatif, etc. etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais donc voilà la fin de mon fil tiré. Et du coup, ce lien entre, on en a aussi beaucoup parlé dans les lives qu'on a fait au mois de novembre, c'est le lien entre le système économique et l'école. Et je pense que là, on va pouvoir aussi développer un petit peu plus. Donc là, on a vu, je vais te laisser parler, Dali. Hein. Là, on a vu donc plus en quoi, on va dire, les familles IEF seraient séparatistes, mais finalement, l'éducation, l'instruction qui est généralement proposée fait-elle preuve de séparatisme ou quel est le lien? Voilà, je vous laisse la parole et Dali, si tu voulais apporter quelque chose d'abord, je t'en prie. Je voulais apporter une idée supplémentaire qui pourrait servir de transition vers ce que tu nous proposes de discuter là maintenant. Quand tu as rappelé l'importance de la diversité, on en a parlé tout à l'heure dans le fait que en fait, la diversité, c'est l'état naturel du vivant. Hein. En biologie, on dit que si quelque chose est possible, alors ça existe, en réalité. Et donc, que tous les comportements et tous les comportements humains existent et sont légitimes, puisqu'ils sont une expression du vivant, en fait. Enfin, tous les comportements humains, ils ne sont pas tous légitimes dans la mesure où tuer quelqu'un d'autre, ce n'est pas légitime. Hein, et on ne parle pas
de ça, hein, on parle des choix de vie, en fait. De choix de vie, des choix de vie qui nous concernent nous-mêmes, hein, bien sûr. Sans revenir sur l'époque coloniale, par exemple, avec est-ce que les choix de vie des autres étaient, ou les religions des autres étaient correctes? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça n'attaque pas l'intégrité, la dignité d'autrui, il n'y a pas de raison, hein, de s'offusquer d'une telle pratique religieuse ou quoi que ce soit. Mais sur cette idée de diversité, la diversité, et on va y venir au séparatisme, au vrai séparatisme. La diversité, parce que le séparatisme, c'est la réduction de la diversité. La diversité humaine, vivante, c'est ce qui la rend furtive. C'est ce qui la rend extrêmement résistante. Enfin, la diversité est ce qui rend résistant une population d'individus, un groupe humain. Parce que c'est une idée que j'avais évoquée il y a quelque temps à propos du mode d'action. Pourquoi les gouvernements du monde entier nous contraignent à un seul type d'action qui est la manifestation rangée qui ne sert à rien, avec les banderoles et tout le monde va d'un point A à un point B sans déborder, etc. etc. Pourquoi? Et puis les pétitions, etc., etc. Mais parce que ce sont en fait des moyens qui finalement n'ont rien de contestataire, hein, qui sont facilement contrôlables. Hein. Oui, messieurs, nous vous avons, et mesdames, nous vous avons entendu, merci, à la semaine prochaine. Et il n'y a rien qui change. Voilà, c'est des moyens d'agir. En fait, ce n'est pas de l'action. Ça nous donne l'illusion de se battre. Les non-violents de mes amis, je ne dis pas que je suis violente, hein, mais il y a une différence entre l'idéologie de la non-violence et l'idéologie de l'action directe. Moi, par exemple, je considère que ne pas mettre l'enfant à l'école quand on conteste l'institution éducation nationale, c'est une forme d'action directe, mais non violente. Hein, voyez-vous, elle ne fait de mal à personne. Mes amis diraient, ah, bah, si, les manifs, c'est bien. Moi, je pense que les manifs, c'est bien quand il commence à y avoir, je ne sais pas, moi, 500 millions de personnes. Et là, du coup, bah, c'est de l'action. Hein. Là, il y a de l'action. Donc, on nous oriente vers des moyens de manifester notre mécontentement qui sont contrôlables, qui sont endiguables, mesurables, etc. Et la diversité, eh ben, ça pose problème parce que c'est difficile à contrôler, c'est difficile à endiguer. Donc, s'il y en a qui commencent à manifester de cette manière-là et puis d'autres de cette manière-là, eh ben, comment dire, l'action devient multiforme et beaucoup plus efficace en réalité. Voilà, c'est un principe de physique élémentaire. Quand on va tout droit, eh ben, on rencontre une résistance. Alors, si on va dans tous les sens et qu'on s'infiltre, on peut espérer changer les choses. Voilà, c'est vraiment très, très important, cette idée de diversité, de préserver la diversité. C'est un enjeu politique, c'est un enjeu d'une extrême importance. Et si les gens ne comprennent pas pourquoi la lutte pour préserver l'instruction en famille est importante, j'ose espérer que cet élément-là que je suis en train de donner, à savoir que la diversité, c'est ce qui fait la force d'une société, en tout cas en tant que société démocratique, hein, on est d'accord, si on part du principe qu'on est dans une société démocratique. Et que c'est ce qui favorise la résistance de ces individus et du groupe entier à la fois. Et c'est le même principe qui fonctionne en biologie et que des médecins intelligents identifient. L'importance de la diversité microbienne est également importante dans les processus de résistance, dans les processus immunologiques de résistance. La diversité, c'est une garantie d'une immunité qui fonctionne très, très bien, politiquement, économiquement, socialement, culturellement, dans tous les domaines. Et c'est là que non, mais en fait, la diversité est acceptée, mais pas trop diverse, en fait. Oui, c'est l'égalité, mais pas trop égale. Hein,
Mais ça me fait, ça m'évoque quelque chose que vous dites, parce qu'on parlait tout à l'heure que les classes, entre guillemets, supérieures sont séparatistes, restent dans l'entre-soi, etc. Si on se souvient quand même des lignées de rois, etc., par rapport à la biodiversité, on avait beaucoup de consanguinité, on se reproduisait entre soi, parce qu'on n'allait pas se mêler à la plèbe, etc. Et on voit là à quel point la diversité est importante, parce qu'on a fait du crétinisme congénital à force de se reproduire entre soi. Donc, au-delà de la reproduction, c'est un modèle de base, cette diversité sur laquelle il faut s'appuyer effectivement et qu'il faut protéger. Et justement, comment dire, comment est-ce qu'on passe de cette idée-là enfin, l'école ne favorise pas la diversité, contrairement à ce qu'elle affiche. Mais enfin, il y a quand même un gros décalage, une espèce de schizophrénie entre les buts affichés de l'éducation nationale et ce qui s'y passe réellement. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut prétendre préserver la diversité culturelle, humaine, sociale, lorsque d'une part, comme tu soulignes, Steph, on sépare rigoureusement les populations privilégiées et des populations moins privilégiées. De toute façon, la sectorisation fait que de toute manière, tu es dans l'école de ton quartier et puis c'est tout. Oui, exactement. La séparation par âge, l'imposition d'un programme unique pour tous qui assurerait une base, un tronc commun, un fondement républicain pour tous nos enfants. Là, vraiment, on est dans des pratiques de type séparatiste et j'ai envie de dire presque géniste, quoi. Enfin, je réfléchis encore un petit peu pour voir si ce terme est approprié. Mais on n'est pas du tout dans la diversité. Et le séparatisme qu'on nous reproche, ce terme un petit peu, comment dire, de communication d'éléments de langage destinés à fabriquer de la panique morale chez les gens afin de gagner à sa cause la population française. Ce terme a une véritable pertinence, mais dans un autre domaine, d'après moi, qui est ce séparatisme qu'on a évoqué tout au début, là, quand on disait que c'était un mot qu'on utilisait beaucoup dans les groupes de discussion de parents, de jeunes parents notamment, et d'éducateurs, qui réfléchissaient un petit peu au modèle éducatif dominant qui nous est imposé maintenant depuis, on va dire, à peu près un siècle. Et que nous avons qualifié de séparatiste. Voilà. Et pourquoi on emploie le mot séparatiste dans ce cadre-là? C'est parce que il y a vraiment une idéologie dominante de la séparation des différents groupes ou catégories humaines au sein d'une population donnée, au sein d'une société donnée. Et la séparation de princeps, c'est celle de l'enfant, des parents, enfin de l'enfant avec sa mère ou ses parents. Voilà. Tu as dit la séparation quoi? Des enfants de leur mère ou de leurs parents. Et ça, c'est quoi? C'est la séparation première? C'est ça que tu disais? Oui, c'est la séparation première. C'est le modèle même de la séparation, c'est-à-dire que dans un vocabulaire psychanalytique freudien à la noix, on va te dire « ouais, mais le bébé sort du ventre de la mère, c'est une première séparation qui doit se poursuivre, le papa est l'agent culturel de la séparation, puis l'État, l'école, blablabla. » Ok, oui, bien sûr, il faut que le bébé sorte du ventre de sa mère, mais enfin, c'est pas parce qu'il est sorti du ventre de sa mère qu'il peut être posé là à côté, qu'il est autonome. Il faut couper le cordon. Voilà, il faut couper le cordon. Propre et figuré. Voilà. Et donc, on va être dans des processus de forcer la séparation de la dyade mère-bébé. On va valoriser l'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est un mot merveilleux.
qu'on a mis à toutes les sauces et beaucoup dans l'éducation. C'est un mot qu'on utilise beaucoup au maternel, je parle de l'émission, ou dans les maternelles, je parle des bâtiments, où on dit que l'enfant doit être autonome, c'est-à-dire être capable de se développer sans ses parents. Et on commence d'abord par, comment dire, empêcher l'allaitement. Je dis empêcher parce que je pense qu'on est clairement dans une politique volontariste d'empêcher l'allaitement, même si on se donne bonne conscience en formulant des guides de bonne pratique à destination des professionnels de santé ou des recommandations sanitaires émanant de l'OMS et de je ne sais quelle comment dire, société de santé pour affirmer que l'allaitement quand même c'est vachement mieux pour l'enfant, etc. Puis on trouve même que c'est mieux pour la mère. Sauf que toute notre société est organisée de telle sorte que l'allaitement, ce ne soit pas possible. Bon, je veux dire, les choses sont dites clairement. L'organisation sociale et économique de notre société ne permet pas qu'on s'occupe de nos enfants, encourage, justifie, oblige, contraint à la séparation. Donc, finalement, c'est tout notre modèle social et économique qui est séparatiste. Il est séparatiste en ce sens que pour perdurer, il nécessite la séparation des individus. Il nécessite l'atomisation des individus. Et tout à l'heure, on évoquait le fait de désigner un ennemi et diviser. Et en réalité, il en va de la destruction du tissu social, là. Et là, on est dans un séparatisme authentique. Tous les réseaux naturels, culturels donc, hein, parce qu'on disait tout à l'heure, naturel, c'est égal culturel aussi, hein, qui ont été construits dans les sociétés humaines pour favoriser le développement des individus et des groupes, ont été globalement atomisés, détruits et remplacés par des structures, des institutions macroscopiques, donc absolument pas subtiles. Hein. Alors là, franchement, point de vue subtilité, on repassera. Dans le genre rouleau compresseur, on applique à tout le monde le même traitement, quitte à en détruire quelques-uns au passage, typiquement la loi anti-IEF. Hein. Dire que pour détruire quelques microbes, on va détruire tout l'organisme. Voilà, c'est ça en fait. Hein. On va créer donc ces institutions-là. Et puis, attends, pardon Dali, j'ai pas entendu ce que disait Victorine du coup. Ce sont des dommages collatéraux, c'est pas grave. Ben, en fait, non, en réalité, c'est un vrai projet social. Hein. C'est qui sert un objectif. Alors, on parle de dommages collatéraux pour dire « Ah, mais ouais, mais bon, machin ». Mais en réalité, si on reprend une vue d'ensemble, ce n'est pas du tout un projet qui va dans notre intérêt. Et puis aussi, les liens humains sont remplacés par des liens marchandisables. Hein, voilà. Comment se construit l'humanité chez un bébé ? Comment ? L'allaitement, ce n'est pas juste de la nourriture. Et il y a plein de médecins qui le disent. L'allaitement, accessoirement, ça a des qualités nutritionnelles. Mais la participation de l'allaitement à la construction de l'immunité de l'enfant, à la construction des compétences diverses, biologiques de l'enfant, des compétences sociales de l'enfant, on en parle très rarement. Et elles sont pourtant fondamentales. Moi, ça m'interroge ce que tu dis parce que si on pose comme préambule effectivement que l'être humain a un besoin d'attachement dès la naissance et que on doit, c'est tout ce qu'on a dit depuis le début, on doit préserver la diversité, on doit conserver notre droit et notre envie d'être différent, etc. Moi, j'en viens quand même à poser une question fondamentale. Dans quelle mesure un gouvernement, quel qu'il soit, et là je ne parle même pas seulement du gouvernement français, mais dans quelle mesure un gouvernement peut prendre en compte les individualités ?
quand il est amené à gouverner. Dans quelle mesure, et ce problème finalement, c'est le problème de la classe hétérogène en tant que telle, dans quelle mesure une personne ou un gouvernement, une personne dans le cadre d'une classe ou un gouvernement peut avancer, peut gouverner en prenant en compte les individualités. Mais est-ce que c'est même possible en fait? Est-ce que notre mode de gouvernement permet cela? Merci pour la question hyper compliquée. Oui, oui, mais c'est la problématique d'un État qui on n'apportera pas de régit réponse. C'est une question de réflexion. On n'a pas forcément là la matière et le temps pour apporter une réponse à cette question. C'est plus pour... Oui, et puis on peut aller voir les différentes... Oui, oui, mais c'est vrai qu'il y a, pour le coup, beaucoup y ont réfléchi. On peut aller voir différentes théories, mais c'est vrai que le problème d'un organe décideur pour des dizaines, voire dans certains pays, des centaines de millions de personnes centralisées comme ça en un organe, oui, comment il peut prendre les individualités, comment il peut avoir conscience de la réalité du terrain. Et à partir de... Le problème, c'est de voir déjà qu'on est des individus. C'est ça le problème, c'est que le traitement qui est proposé par les gouvernements mondiaux là, et mondialisés, c'est qu'on gère une société. On ne gère pas des individus. On ne gère pas des publics. Des publics, c'est des petits groupes d'individus organisés autour de quelques intérêts. Voilà. On gère juste... Alors, on gère éventuellement des publics, surtout quand ces publics-là sont des lobbies très, très forts qui sont soutenus par le capital et par les institutions. Alors, ceux-là, on les gère parce qu'ils gueulent tellement fort qu'on prend en compte leurs revendications. Mais c'est vrai que la société, il y a un effacement de l'individu et... ça veut dire, on en revient aux dommages collatéraux, ça veut dire que pour pouvoir gouverner une société, il faut accepter, et à partir de combien c'est acceptable, enfin jusqu'à combien c'est acceptable de léser un certain nombre d'individus. C'est-à-dire, on en revient à IEF École, est-ce que c'est acceptable de léser 50 000 enfants ? Oui, pour eux, ça l'est, mais parce qu'on est dans une logique néolibérale. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que l'école est à l'image du système néolibéral qui s'est imposé à tous les gouvernements du monde et pas qu'à la France. L'école, c'est une industrie. Elle ne traite pas des individus, elle traite des catégories de personnes qui vont entrer dans des rouages particuliers. Et tant qu'on sera dans un paradigme néolibéral, on ne pourra pas traiter les individus puisque ce n'est pas du tout dans l'objectif d'une politique néolibérale de se soucier des personnes, des intérêts de chaque individu d'un groupe, puisqu'elle ne se soucie que des intérêts, de quelques intérêts privés qui sont des intérêts de grands groupes industriels, de firmes, etc., etc. Mais on est face à un discours très hypocrite parce qu'on a aussi entendu autour de ce projet de loi le fait que si ça concerne même si ça ne concerne qu'un seul enfant, de risquer d'être embrigadé dans un islamisme radical, il faut que le gouvernement fasse des nouvelles lois et se mobilise, ne serait-ce que pour sauver un enfant. Et c'est complètement hypocrite. Oui, c'est ça, c'est une espèce de fausse habileté à passer… Est-ce que pour sauver un enfant de l'islamisme radical ou quoi que ce soit qui soit radical, on va léser 50 000 enfants? Vraiment, sans parler, je suis désolée, je le mets à toutes les sauces, mais sans parler de tous les enfants qui sont réellement à sauver déjà actuellement et pour lesquels il n'y a pas de mobilisation à sauver des violences à leur encontre, quoi. Donc, c'est… Voilà. Oui, et la métaphore biologique, ce n'est pas juste une métaphore, en fait. Vraiment, j'insiste sur la solidarisation des notions de nature et culture. Comment dire, quel est le meilleur moyen de fiche le dawa dans un organisme vivant
si ce n'est en voulant contrôler absolument tous ces processus biochimiques. Voilà. Je sais que c'est un Comme les accouchements. Oui, exactement, comme les accouchements. Mais c'est ce modèle néolibéral, on le retrouve partout. Il faudrait pouvoir tirer le fil du squelette idéologique qui va traverser absolument tous les phénomènes culturels, tous les comportements humains. On est toujours dans cette même C'est un modèle logique. de pensée unique, de culture unique, de Dieu unique, de religion unique. Le problème, c'est pas tellement… Alors, il y a effectivement… Mais l'unicité, c'est une forme de conséquence. C'est le problème de vouloir interférer à tout prix dans tous les processus du vivant. Et c'est là que, tout à l'heure, tu demandais, Victorine, mais comment faire? Moi, ma réponse, c'est qu'on foute la paix aux gens et qu'on les laisse s'auto-organiser. C'est ça l'autonomie authentique. L'autonomie, ce n'est pas une autonomie forcée à force de violence, comment dire, imposée aux gens. L'autonomie, c'est quelque chose qui se construit de manière immanente et pas de manière transcendante. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé depuis le haut vers le bas. Donc, il faut arrêter avec le délire législatif. On est dans un zèle législatif qui veut légiférer à tout prix tous les comportements humains. Et on impose du dehors des règles qui ne sont absolument pas adaptées aux différents groupes. C'est ça, foutre la paix aux gens, en fait. Arrêtez de vouloir tout contrôler d'abord. Sauf que l'arrêt du contrôle, ce n'est pas compatible avec une politique néolibérale. Voilà, ça c'est valable si tu as un réel objectif du prendre soin de l'individu, de l'humain. Mais dans un objectif néolibéral, ils s'en foutent en fait. Et leur but à eux, c'est quoi? C'est de faire une foule complètement atomisée, amorphe. Et c'est parce qu'ils l'ont divisé, parce qu'ils leur ont fait peur, etc., que cette foule va devenir complètement anesthésiée finalement. Et eux, c'est ce qu'ils cherchent pour pouvoir mener leurs objectifs néolibéraux jusqu'au bout. Et je crois attention, on va être taxé de complotisme. Oh bah, de toute façon, j'ai lu quelque part quelqu'un qui donnait une nouvelle définition du complotisme qui était genre personne qui réfléchit, enfin je ne sais plus, c'était assez rigolo, il faudrait que je le retrouve, enfin bref. Mais c'est là j'ai envie de dire à tout le monde, aux gens, réfléchissez à ce qu'est réellement le séparatisme. Pensez-vous vraiment que en vous arrachant votre bébé à… c'est quoi la durée du congé mater rémunéré, s'il vous plaît? C'est jusqu'à 2 mois et demi, 3 mois de l'enfant. 2 mois et demi. Pour moi, c'est arracher l'enfant à son biotope que de l'envoyer, que de le mettre en crèche. Alors, quand Jean-Michel Blanquer dit que l'école, c'est le biotope de l'enfant, je me dis, oh là là, je ne sais pas, c'est comme si on disait que le biotope du lion, c'était le zoo. Oui, ou d'une souris, c'est le laboratoire. Voilà, c'est exactement du même ordre-là. Je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais c'est là qu'on se rend compte. Je crois qu'ils se rendent compte. Hors sol, à quel point ils sont formalisés, comment dire, aseptisés. D'ailleurs, ils vivent dans un autre monde. Hein. Moi, ça me fait marrer quand on me dit que les familles IEF sont séparatistes. Quand je vois l'espèce de bulle dans laquelle ils vivent et leur déconnexion totale avec la réalité des gens de tous les jours, je me dis, mais c'est affolant d'être dirigé par des personnes comme ça. Et on a l'impression de rien y pouvoir. Mais donc, arracher un enfant à ses parents, je parle à sa mère, notamment quand elle allait, parce que le corps de la mère, c'est le biotope du bébé. Et jusqu'à un âge très avancé, hein, pas jusqu'à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. L'allaitement, c'est, comment dire, le modèle de construction sociale de base de l'être humain, de l'animal, du primate, de l'animal primate mammifère social qu'est l'humain. Hein. On n'est pas… bon, bref. Et ensuite, ça se poursuit par…
toutes nos incitations à la pseudo-autonomie, hein, ne pas pleurer quand on est séparé de ses parents, marcher le plus vite possible, manger tout seul le plus vite possible, être propre le plus vite possible, pour pouvoir le mettre à la maternelle, puis à l'école. Oui, et cette autonomie, l'autonomie, c'est comme d'autres mots employés, en fait. C'est que ça dépend vraiment de ce qu'on met comme mot derrière, parce que comment dire, on sait aussi qu'il y a plein de gadgets, etc., qui sont destinés aux enfants et qui vont les maintenir dans un espèce d'état un peu, enfin, soi-disant, ça les éveille, alors qu'en fait, ça fait tout sauf développer leur autonomie intime, ce dont leur corps et leur personne ont besoin ou envie à tel moment. Et pareil pour les gens dans la société, les adultes, oui, pour l'autonomie, mais pas trop, pas jusqu'à la ZAD. Et moi, je voulais insister sur, inviter les gens qui nous écoutent à prendre conscience d'à quel point notre mode de vie introduit des ruptures, des micro-coupures intempestives, répétées dans les relations humaines. Ce n'est pas comme ça que des relations humaines se construisent. C'est même mon intuition, c'est que c'est cette espèce de pointillisme social, hein, où on est juste des points. On forme un tableau d'ensemble, mais un tableau quand même, hein, certes, mais en réalité, les points ne sont pas reliés entre eux. Et la déstructuration, elle est là, elle est au bord. Hein. On la voit poindre. L'effondrement, la déstructuration liée à la… Donc, on n'est plus du tout en réseau. On est des atomes qui se relient par des objets technologiques. La maman se relie, l'enfant se relie, la maman et l'enfant se relient par le biberon, par la poussette, par le lit à barreaux. Les individus se relient par des téléphones portables. Pardon ? Par le babyphone. Par le babyphone, par des instruments hautement technologiques, des instruments, des objets créés par le néolibéralisme, hein, parce que la vocation ultime du néolibéralisme, c'est de remplacer tous les liens humains par… et même les organes, au sein de ses propres organes d'un corps, remplacer les liens entre les organes par des appareils technologiques. C'est de pire en pire. J'ai vu récemment c'est quoi? C'est un espèce de berceau. Alors, c'est encore en version prototype, je crois. Une espèce de berceau. Alors, dès que l'enfant fait un bruit ou bouge, il se balance. Et si ça va un peu plus loin, il y a des coussins gonflables qui se gonflent pour que l'enfant ait une sensation d'être tenu dans les bras tout en étant bercé. J'ai cru halluciner. Alors, en réalité, personne n'est dupe, hein, et notamment pas ceux, à mon avis, pas ceux qui fabriquent ces objets-là, n'est dupe du fait que ces relations ne peuvent pas, ces objets ne peuvent pas remplacer les relations humaines. Il y a plein de recherches qui ont montré qu'un enfant, ça ne peut pas apprendre à parler en regardant une émission, un programme éducatif à la télé, en fait, parce qu'ils ont besoin de l'interaction humaine. Ils ont besoin de… comment dire, il y a des aires cérébrales dans leur cerveau qui sont dédiées à la reconnaissance des expressions faciales et il se crée des représentations des intentions et des pensées des autres grâce aux attitudes, au mouvement subtil du visage. Donc, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point ces ruptures qui sont introduites dans le tissu social, d'abord en forme de rupture entre les parents et les enfants, et puis plus généralement entre individus, hein, c'est la métaphore de Pierre Rabhi, on est chacun dans nos boîtes et on finira dans une boîte sous terre, c'est exactement ça. Et on en revient au fameux diviser pour mieux régner. Il s'agit de ça. C'est une forme de débilitisation de l'humain, de le rendre absolument vulnérable et absolument dépendant des objets technologiques parce qu'on l'a coupé des ressources que sont, comment dire, ses pairs, la société, enfin les gens qui l'entourent. Et là, on voit deux visions de la société qui se trouvent face à face.
qui s'opposent. Moi, j'ai appelé le collectivisme versus la convivialité. Dans l'école, on est dans un modèle collectiviste. Avec l'école, on est dans un modèle collectiviste, c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble des atomes et on va le faire fonctionner à coup de perfusion de motivateurs extrinsèques. Les diplômes, les notes, la carrière plus tard, etc. Il n'y a pas de motivation intrinsèque dans un corps collectif. La convivialité, on est dans un modèle social où, là encore, on perçoit le groupe humain comme un ensemble de connexions entre des individus. C'est-à-dire, ce n'est pas des individus qu'on met ensemble et qui forment ce corps artificiel, un monstre. C'est un monstre, ce truc-là. C'est un organisme réellement vivant. La société convivialiste, c'est un organisme, c'est réellement un organisme vivant qui a des relations souples entre eux et qui a des motivations intrinsèques qui sont définies de l'intérieur et pas de l'extérieur par une pub. Et là, on est vraiment dans deux paradigmes qui s'affrontent. L'un est séparatiste, le collectiviste, l'autre est authentiquement humain. Authentiquement humain. J'aime bien cette façon de nommer les choses. Est-ce que, Victorine, tu voudrais ajouter quelque chose? Dali a, je crois, synthétisé beaucoup de choses auxquelles j'adhère complètement. Et je crois que c'est bien de rester sur ces dernières phrases. Séparatisme versus authentiquement humain, pour moi, ça me parle et c'est profondément ce qui me vient des entrailles, quoi. Donc, restons sur ces mots que je trouve très chouettes. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous. Vous étiez donc en train de regarder la première vidéo de la série Hors cadre lancée par les États généraux de la liberté éducative. Il y en aura d'autres. On ne sait pas encore exactement sous quel format, quelle fréquence. Je ne peux pas m'en empêcher. Vous voyez à quel point on est low-tech aux États généraux de la liberté éducative. Voilà, on fait toutes les formules. Et donc, voilà, on espère qu'il y en aura une par mois, mais voilà, on vous tiendra au courant. On ne sait pas exactement. Le forum. N'hésitez pas à envoyer des commentaires sous les vidéos. On vous rappelle aussi qu'il y a notre site internet. On remettra tous les liens en description. Il y a notre site internet et il y a un forum qu'on avait mis en place dès le début parce qu'on souhaitait pouvoir avoir une réflexion commune et nourrie de justement de toute la diversité des personnes, qu'elles scolarisent ou pas, voilà, venir réfléchir sur ces questions d'éducation. Et si vous avez des idées aussi que vous aimeriez nous soumettre. Exactement. Vous aimeriez voir qu'on débatte autour, qu'on traite, etc. Voilà. Voilà, on devient des vraies youtubeuses. Voilà, donc en tout cas, c'était avec plaisir. Et puis, on espère vous retrouver bientôt avec des sujets qui nous passionnent en tout cas et on espère les partager avec vous. Voilà. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.